voulais vous parler en ce mois de février de 3 articles. Le premier va concerner les AVC. Vous avez probablement vu passer depuis quelque temps des ordonnances de gens qui sortent pour un AVC ou un AIT ou qui ont été pris en charge avec une double antiagrégation, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années ou quelques mois. Et donc ça illustre ces nouvelles ordonnances des petites nouveautés dans les données de la littérature. Alors, il faut d'abord qu'on s'entende sur ce qu'on entend par AVC et AIT. L'AIT, vous savez ce que c'est? C'est un déficit neurologique qui est bref, moins d'1 heure, et quand on fait une imagerie, on n'a aucune image d'ischémie. L'AVC, il y en a des majeurs et des mineurs. L'AVC mineur, c'est que vous avez une image d'AVC, vous avez eu un déficit, vous avez une image d'AVC à l'imagerie, mais vous n'avez pas ou peu de déficit. Après, il y a les AVC majeurs, c'est le score de Nice, mais je ne veux pas vous embêter avec le score de Nice là. Et l'AVC majeur, dans ces cas-là, il n'y a pas d'indication à une double antiagrégation parce que le risque hémorragique est trop élevé. Dans cette étude, pendant longtemps, on ne donnait qu'une monothérapie et depuis peu, grâce à cette étude dont je vais vous parler là, qui est en gros une méta-analyse de 3 grands essais, un de 2007, un de 2013 et un de 2018, qui ont changé un petit peu la donne, où en gros ils ont regroupé 10 000 patients, ils ont fait un groupe aspirine et Plavix, aspirine et clopidogrel, ils ont fait une dose de charge allant de 300 à 600 mg, mais plus trop 300 mg de clopidogrel dans le premier groupe, et dans le deuxième groupe, ils ont donné de l'aspirine. Ils ont comparé les deux groupes au bout de 3 mois qui avait eu le plus de récidives d'AVC. Eh bien, c'est dans le groupe aspirine plus clopidogrel qu'il y a eu moins de récidives d'AVC dans les 3 premiers mois. La condition, c'était d'avoir eu cette double antiagrégation dans les 24 heures suivant l'AVC ou l'AIT. Donc on voit bien les deux courbes. La probabilité de récurrence d'un AVC est moins importante dans le groupe clopidogrel plus aspirine, au prix d'un peu plus d'événements hémorragiques, mais pas d'événements hémorragiques graves. Et c'est pour ça que les recommandations vont probablement tendre pour les AVC mineurs et les AIT à haut risque vers une double antiagrégation dont la durée reste encore à définir, mais au vu de cet article et de ces études, plutôt entre 10 et 21 jours, et ça peut être éventuellement 3 mois, mais plutôt entre 10 et 21 jours. En gros, je reviens sur les courbes d'avant. On voit bien qu'il y a une différence, les courbes s'éloignent au début, puis après elles sont parallèles et on a l'impression que passé le 21e jour, il n'y a pas plus de bénéfices à garder une double antiagrégation, alors qu'on a un peu plus de risques et d'événements hémorragiques. Donc un AVC mineur, un AIT à haut risque, plutôt double antiagrégation, aspirine, Plavix, puis une monothérapie pendant 10 à 21 jours. Et donc vous allez voir de plus en plus des ordonnances de double antiagrégation chez vos patients. Deuxième sujet, je remercie beaucoup Julien Goyer qui m'a un petit peu aidé là-dessus, c'est on va pas reparler du frottis, mais on va reparler du dépistage organisé du cancer du col. Vous savez que depuis mai 2018, on a un nouveau dépistage. Avant, il était individuel, maintenant il est organisé. Tout ça concerne le cancer du col, dont le principal facteur de risque est l'HPV, avec certains oncogènes que vous connaissez, 11, 16, 18, peu importe, je vais vite. Cette prévention du cancer du col, et en gros c'est 3000 diagnostics par an, 1000 décès par an, ça repose à la fois sur la vaccination et à la fois sur le dépistage. La vaccination, 2 doses entre 11 et 14 ans, un rattrapage possible entre 15 et 19 ans, par 3 doses, on n'a que 20% pour le moment de couverture vaccinale. Pour ce qui est du dépistage, avant il était individuel, une femme asymptomatique entre 25 et 65 ans, un frottis annuel, quand on en a 2 normaux, on passe tous les 3 ans. Et puis ça s'arrêtait là. La nouveauté dans le dépistage organisé, c'est que maintenant, quand ils ne sont pas à jour de leur dépistage, le choix qui a été fait, c'est qu'ils reçoivent un courrier par la poste, probablement aussi, je crois, par amélie.fr, et où on leur dit d'aller consulter et pour se faire un frottis. Néanmoins, il y a potentiellement d'autres solutions. On verra ce que donne ce dépistage-là et quels en sont les résultats dans les années futures, mais il y a, et on en parle de plus en plus en ce moment, des autoprélèvements. On connaît la TROD pour le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B. On a parlé du chlamydia le mois dernier, je crois. Et c'est un peu la même chose pour l'HPV. Il y a certains pays qui ont fait le choix d'envoyer des kits gratuits d'autoprélèvement HPV
Et si ce test était positif, ils étaient invités à venir réaliser une colposcopie. Eh bien, ça, c'est une méta-analyse qui a intégré des données récentes et des études récentes. Et on voit que le test HPV par PCR envoyé en autoprélèvement, enfin fait par autoprélèvement, est aussi sensible, un tout petit peu moins spécifique, mais a de très bons résultats quand on le compare au frottis fait par un clinicien. Et donc, ça permettrait de cibler des populations qui viennent jamais se faire dépister, qui viennent jamais voir leur clinicien pour réaliser leur frottis et dépister le cancer du col. Pour le moment, pardon, ce n'est pas la solution retenue, mais on verra si à l'avenir, ça permettrait d'augmenter le nombre de dépistés. Pour le moment, on n'était qu'à 60 avec le dépistage individuel, ils espèrent en arriver à 80. Troisième sujet, le microbiote. Vous en entendez aussi beaucoup parler, vous avez probablement, il y a pas mal d'ouvrages, j'imagine que les patients vous en parlent. En deux mots, le microbiote, c'est des milliards, 1000 milliards de bactéries que l'on a dans les intestins. Ça varie en fonction de l'origine ethnique, ça varie en fonction de notre âge, de là où on est dans l'intestin. Et ce microbiote a une activité immunitaire, on en parle dans les MICI, a une activité en cancérologie, on en parle aussi dans les cancers colorectaux, ça a une activité aussi sur le métabolisme, on en parle dans l'obésité. On a vu que le microbiote de quelqu'un obèse n'était pas forcément le même, voire extrêmement différent que quelqu'un qui n'est pas obèse. Et on sait aussi que les antibiotiques ont une action sur le microbiote. C'est une des raisons pour laquelle les politiques actuelles vont pour diminuer les durées d'antibiotiques et pour cibler des antibiotiques qui n'ont pas ou peu d'action sur le microbiote. Ceux qui ont le plus d'action, c'est l'Augmentin par exemple, plutôt la ceftriaxone comme C3G et les furoquinolones. Et c'est pour ça que dans les stratégies mises en place par les autorités de santé, ils essayent d'éviter ces antibiotiques-là au maximum. Et bien là, la question posée dans cette étude, c'est est-ce qu'il n'y a que les antibiotiques qui jouent sur le microbiote? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres médicaments qui jouent sur le microbiote? Alors c'est une étude de Nature, donc on va faire simple. Ils ont pris 1200 molécules, donc des médicaments, en gros 800 connus comme n'ayant aucune activité anti-infectieuse. Ils ont testé sur 40 souches, bien sûr choisies selon la prévalence, 40 souches bactériennes présentes dans le microbiote. Il y avait des Escherichia coli, du Clostridium, du Bacteroides et du Fusobacterium par exemple. Ils ont pris des formules compliquées, des ordinateurs compliqués et à la fin ils ont obtenu des courbes et ils ont regardé si ça diminuait, si le médicament en question, la molécule en question, diminuait ou non la croissance d'une de ces 40 bactéries. Et le chiffre important, donc la question était, est-ce que seuls les antibiotiques jouent sur le microbiote? La réponse est évidemment non. Le chiffre important, c'est que parmi donc 1200 molécules, 800 connues comme ayant pas d'action anti-infectieuse, antibactérienne, et sur ces 800, 24% ont modifié la croissance d'une des 40 souches testées. On peut estimer en plus que c'est sous-estimé, puisqu'il n'y a pas que 40 souches bactériennes, et donc probablement que ces résultats sont sous-estimés. Ça renforce l'idée qu'il faut faire bien attention à nos prescriptions, et probablement beaucoup de médicaments jouent sur le microbiote, dont on ne sait pas réellement encore les conséquences. Je me permets du coup de faire un parallèle, parce que parmi les médicaments testés, il y avait notamment les IPP qui sortaient beaucoup, et récemment, la NSM a fait un communiqué disant qu'en 2015, 16 millions de Français, de patients, avaient pris des IPP, et dans la moitié des cas, l'indication était, on va dire, pas très claire. Enfin, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite diapo résumée, parce que je ne suis pas quelqu'un de susceptible, mais quand je vous demande quel message avez-vous retenu de la présentation, j'ai le droit souvent à rien. Alors, donc, bon, voilà, je vous apprends que je suis susceptible, désolé. Donc, du coup, il y avait 3 messages ce mois-ci. Oui, il y a une double anti-agrégation pour les AIT au risque et les AVC mineurs, plutôt 10 à 21 jours, et après on passe en monothérapie. Le dépistage organisé s'est lancé. Pour le moment, c'est des frottis avec une invitation à venir se faire un prélèvement. Les antibiotiques ne sont pas les seuls médicaments qui agissent sur le microbiote, et attention à votre prescription d'IPP. On se voit. Merci. Le 14 mars prochain, nous aurons Malika Bounois et le professeur Godot qui revient nous voir. Alors vous avez le droit de mettre un petit accessoire, ce que vous voulez, un petit nœud pape pour célébrer sa venue. Au mois prochain, rendez-vous le mois prochain.